Bonjour et bienvenue donc pour ce nouveau rendez-vous expert. Alors depuis le début de l'année, on a beaucoup parlé évidemment de la crise sanitaire que nous avons tous vécue, des textes publiés dans le cadre de cette crise, et finalement assez peu de la jurisprudence qui a été publiée au cours de cette même période. Alors le Conseil d'État, la Cour de justice de l'Union européenne ont rendu un certain nombre de décisions concernant toutes les étapes de la vie des contrats de la commande publique, que ce soit les marchés publics, les concessions, etc. La haute juridiction française, notamment, s'est prononcée sur des demandes d'indemnisation dans le cadre de pratiques anticoncurrentielles, de travaux supplémentaires, ou bien encore de candidats irrégulièrement évincés. En outre, le Conseil d'État a notamment précisé les modalités d'application du recours Tarn-et-Garonne, ainsi que les attributions du juge des référés précontractuels. Alors, à faire le point sur les apports de ces nouveaux arrêts, mais aussi de nombreuses autres décisions, donc Justine Henriet, avocate au sein du cabinet Henriet Hérissé Avocat, vous livrera son analyse de cette jurisprudence. Alors avant de vous laisser la parole, Maître, je vous rappelle aux participants que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions en cliquant sur l'onglet questions. Maître, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci de votre présence aujourd'hui. Donc on va s'organiser de la manière suivante, à savoir qu'on traite d'abord les arrêts rendus en droit interne, donc essentiellement du Conseil d'État, même s'il y a un arrêt que j'ai jugé intéressant de cour administrative d'appel. Je commence plutôt par les aspects marché public, puis concession, et puis dans un second temps, on traitera de la jurisprudence de la Cour de justice européenne parce qu'il y a 3 décisions assez intéressantes, notamment sur le in-house, mais pas seulement. Voilà. Donc, j'en viens à la jurisprudence du Conseil d'État en abordant d'abord les aspects marché public. Alors, on a effectivement plusieurs décisions relatives aux modalités de réparation des concurrents évincés et puis en exécution aussi sur les modalités de réparation liées à des résiliations irrégulières par exemple, et donc il nous a semblé utile et intéressant de les préciser. D'abord, donc, un arrêt du 28 février 2020, numéro 42 61 62, qui revient sur la réparation des frais engagés par un candidat évincé lors d'une procédure irrégulière. Donc, le cas d'espèce, c'était donc une procédure où le pouvoir adjudicateur avait passé une procédure de délégation de service public, alors qu'en réalité il s'agissait d'un marché public, donc le juge a requalifié en marché public. En conséquence, la procédure était donc irrégulière et donc le concurrent évincé a donc engagé la responsabilité de la collectivité. Et donc il a fallu se poser la question des modalités d'indemnisation, sachant que ce concurrent évincé n'avait donc pas été attributaire de la procédure de délégation de service public, mais en revanche a réussi à être attributaire du marché public qui a été passé par la suite. Et donc la Cour administrative d'appel notamment avait rejeté les demandes indemnitaires, considérant que puisque finalement il avait été attributaire du marché à la suite, il n'était pas nécessaire d'aller sur une indemnisation, et notamment sur l'indemnisation des frais pour pouvoir candidater au marché public. Et donc sur ce point, le Conseil d'État, dans un considérant de principe extrêmement clair et qui a le mérite de revenir sur des choses que l'on connaît, mais voilà, qui sont toujours importantes de se rappeler, est revenu donc sur les conditions qui ouvrent droit à réparation dans le cadre d'une éviction, enfin de la mise en œuvre d'une procédure irrégulière et donc d'une éviction irrégulière. Il a précisé donc qu'il fallait évidemment qu'il y ait une faute, et donc là la faute elle est caractérisée par le fait que la procédure qui a été mise en œuvre est une procédure irrégulière puisque concession à la place d'un marché public. Donc démonstration du lien de causalité entre la faute et les préjudices qui sont invoqués, et c'est le cas en l'espèce puisque le candidat a évidemment candidaté à une procédure à laquelle il n'aurait pas dû
pu candidater, et puis l'existence d'une chance de remporter le contrat. Chance de remporter le contrat qui évidemment est caractérisée en l'espèce, puisque derrière, il est attributaire du marché public qui y est passé de manière régulière par la suite. Et donc, le Conseil d'État revient sur cette distinction sur les modalités d'indemnisation d'un concurrent évincé, et il précise notamment que si on n'a pas de chance sérieuse de remporter le contrat, on ne peut obtenir la réparation que des frais engagés pour réparer son offre, et qu'en revanche, si on a une chance sérieuse de remporter le contrat, ce qui est le cas en l'espèce, on est indemnisé de son manque à gagner, et ce manque à gagner inclut nécessairement les frais de présentation de l'offre. En synthèse, le Conseil d'État va même un peu plus loin dans son considérant, puisqu'il explique que, en définitive, lorsqu'on présente une offre, on présente également les frais de présentation de l'offre dedans, et donc finalement que c'est un package et que l'un est indissociable de l'autre. Et donc, puisque l'un est indissociable de l'autre, lorsqu'on se prononce sur l'indemnisation du manque à gagner, on inclut nécessairement les frais de présentation de l'offre dedans. Et donc le Conseil d'État considère que, en l'espèce, la Cour administrative d'appel n'aurait pas dû rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation du manque à gagner et des frais de présentation de l'offre, parce que justement, ce candidat avait une chance sérieuse de remporter le marché. Donc ça, c'était la première décision que l'on a retenue. Seconde décision extrêmement intéressante, pareil, sur les modalités de réparation et sur la réparation de pratiques anticoncurrentielles. Donc, on est dans un cas un peu exceptionnel, puisque, comme vous le savez, il est extrêmement difficile aujourd'hui de démontrer ces phénomènes d'entente et de pratiques anticoncurrentielles, mais on est sur un cas qui a été médiatisé et qui est reconnu, qui est la situation des ententes sur les panneaux de signalisation. En l'espèce, donc, plusieurs départements ont saisi le juge administratif d'une demande d'indemnisation suite à des ententes entre eux, donc les fabricants des panneaux de signalisation. Alors, ce qui est intéressant déjà sur la procédure et la matérialisation de l'intérêt à agir, c'est notamment que les départements ont pu engager des actions en responsabilité contre plusieurs exécutants, enfin plusieurs prestataires en même temps. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le Conseil d'État considère que cette indemnisation, elle trouve son fondement dans la responsabilité contractuelle. Deuxième point intéressant. Et puis, troisième point, sur l'évaluation, enfin sur le quantum du préjudice, on va prendre la comparaison entre les marchés qui ont été passés pendant l'entente, donc le montant des marchés qui ont été passés pendant l'entente, et les prix qui finalement auraient dû être pratiqués sans ces ententes. Donc finalement, les prix plus bas, en toute logique, qui auraient dû être pratiqués si les concurrents ne s'étaient pas entendus. Et donc, le juge a observé notamment la chute des prix qui a été immédiatement postérieure au démantèlement de ce cartel. Et donc, en définitive, on va prendre donc la différence entre les deux marchés pour évaluer le montant du préjudice subi par ces différents départements. Donc effectivement, c'est pas une décision qu'on va retrouver tous les jours, mais c'est la première fois que le Conseil d'État a pu se prononcer sur le quantum du préjudice, sur ce cas précis des pratiques anticoncurrentielles. Troisième décision. Alors, est-ce que c'est un revirement? En tout cas, c'est une réelle atténuation de la jurisprudence consacrée Smirjom de 2008. Le Conseil d'État s'aligne sur la jurisprudence de la Cour de justice européenne et notamment sur la possibilité pour l'auteur d'une offre irrégulière de saisir le juge des référés précontractuels et contractuels.
Donc, on est sur un marché de nettoyage et le Conseil d'État a jugé, et là je cite le considérant puisque c'est important, la circonstance que l'offre du concurrent évincé, auteur du référé précontractuel, soit irrégulière, ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de la société attributaire du contrat en litige. Tel est notamment le cas lorsqu'une offre peut être assimilée par le juge des référés dans le cadre de son office à une offre irrégulière en raison de son caractère anormalement bas. Donc on est effectivement dans le cas d'une caractérisation de l'offre anormalement basse de l'attributaire. On est dans une acception un peu plus restrictive que l'appréciation de la Cour de justice européenne dans sa décision Fastweb du 4 juillet 2013, dans la mesure où la CJUE, elle, considère que l'intérêt à agir du candidat qui a présenté une offre irrégulière porte sur l'intégralité des moyens pertinents. Donc, on comprend, y compris des moyens d'irrégularité de la procédure, et donc à l'inverse du Conseil d'État qui, lui, pour le moment, en tout cas, se restreint au motif d'irrégularité de l'offre de l'attributaire et seulement les motifs d'irrégularité de l'offre de l'attributaire. Donc c'est là où on rejoint quand même un peu la logique Smirjom et où on se dit que bon, c'est une inflexion, mais pas une inflexion non plus totale par rapport à cette position du juge qui aujourd'hui effectivement nous donne bien du fil à retordre lorsqu'on est côté concurrent évincé pour réussir à obtenir des annulations de procédure dans la mesure où, comme vous le savez, il faut toujours être en capacité de démontrer ce fameux intérêt lésé et ces moyens qui entraînent l'intérêt lésé. Quatrième jurisprudence, les mesures de publicité appropriée au sens de la jurisprudence Tarn-et-Garonne. En effet, la jurisprudence Tarn-et-Garonne fait courir le délai d'action contentieux par rapport aux mesures d'accomplissement, enfin par rapport à l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Et donc effectivement, peu importe finalement la date de signature du contrat, c'est bien les mesures de publicité de cette attribution qui vont faire courir les voies et délais de recours. En conséquence, le fait qu'il y ait des mentions manquantes dans l'avis et notamment la date de conclusion du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux puisque c'est bien cette notion de publicité appropriée qui l'emporte finalement sur les mentions obligatoires puisqu'il s'agit quand même d'une mention obligatoire de l'avis d'attribution. Cinquième jurisprudence, donc toujours sur du Tarn-et-Garonne. Alors là, on est sur la notion d'intérêt à agir. On est dans un cas d'espèce où on a... alors je ne veux pas dire de bêtises, oui c'est ça. On a l'ordre des architectes qui a voulu contester la passation de 2 marchés de conception-réalisation par le département de la Loire-Atlantique. Et en l'espèce, alors c'est vrai que c'est assez surprenant cette décision dans la mesure où, à ma connaissance et à mon sens, c'était plutôt une pratique assez fréquente. Bon voilà, on a quand même beaucoup de décisions entre des avocats au barreau de Paris. Bon, voilà. Donc ça vient un peu restreindre finalement les intérêts collectifs, enfin en tout cas les intérêts à agir, notamment des ordres professionnels, mais on peut imaginer d'autres situations. Et donc en fait, le juge, alors sur la seule question de la passation, le juge considère que la seule passation
par une collectivité territoriale d'un marché public confiant à un opérateur économique déterminé une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux ne saurait être réalisée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont ils ont la charge. Donc en définitive, on peut imaginer que si l'ordre des architectes avait fait valoir d'autres moyens d'irrégularité qui avaient un lien direct avec la défense de la profession, son recours aurait pu être accueilli. Mais en tout état de cause, le simple fait de passer en conception-réalisation ne peut pas justifier d'un intérêt à agir pour l'ordre des architectes, notamment parce que les membres eux-mêmes de l'ordre professionnel, à savoir les architectes eux-mêmes, peuvent attaquer cette passation sur le terrain, soit du Tarn-et-Garonne, soit évidemment des référés précontractuels et contractuels. Sixième décision, le Conseil d'État donc apporte dans cette décision du 10 juin 2020 43 11 94 apporte un certain nombre de précisions sur la pondération des critères et donc le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. On est sur des marchés de formation, donc formation aux achats, formation aux achats passée par le ministre de la Défense, et donc ces formations étaient pondérées de la manière suivante, 90% sur la valeur technique et 10% sur le critère prix. Donc les requérants ont considéré finalement que cette pondération vidait de son essence le critère prix et de son efficience, puisque évidemment à 10%, il ne sert pas à différencier les candidats. Alors pour mémoire, donc en procédure adaptée, pas d'obligation de pondération des critères, mais seulement une obligation de hiérarchisation. Et puis donc article R2152-12 du Code de la commande publique, obligation de pondération des critères d'analyse des offres dans les procédures formalisées. Là-dessus, la Cour administrative d'appel de Nantes avait considéré que la pondération était irrégulière puisque manifestement disproportionnée et qu'elle neutralisait le critère prix. Le Conseil d'État, à l'inverse, réaffirme et confirme la liberté du pouvoir adjudicateur dans la pondération des critères de choix, et deux, confirme un écart majeur, 90-10, comme étant légitime finalement, et ne pouvant faire l'objet d'une annulation sur ce simple fondement. Ensuite, alors là, on passe un peu plus à de l'exécution, résiliation d'un marché et décompte général. Le Conseil d'État rappelle donc que la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire ne fait pas obstacle à ce que donc ce titulaire formule des demandes indemnitaires. Donc, on est effectivement sur l'application du CCAG travaux. En tout état de cause, le Conseil d'État, donc on est effectivement sur une résiliation aux frais et risques, puisque le pouvoir adjudicateur avait d'abord résilié, puis passé des marchés de substitution aux frais du premier titulaire. Et donc en l'espèce, ce qu'il s'était passé, c'était que le requérant n'avait pas attendu, pour présenter sa demande notamment indemnitaire, n'avait pas attendu la fin de l'exécution des marchés de substitution et notamment l'intervention des décomptes généraux. Parce que je crois que de mémoire, il y avait 2 marchés de substitution. Le Conseil d'État rappelle que d'abord, effectivement, on est toujours fondé à venir contester la décision de résiliation, puisqu'en l'espèce, le premier titulaire considérait que cette décision de résiliation était irrégulière, et deux, puisqu'il conteste la régularité de la décision de résiliation, il en conteste également les conséquences, et donc l'indemnisation au titre de l'exécution de ces marchés de substitution. Et donc la nouveauté entre guillemets, c'est la matérialisation, le moment
où on peut présenter cette demande et donc le Conseil d'État considère que nul besoin d'attendre l'intervention du décompte général pour pouvoir présenter cette demande indemnitaire. Décision qui porte également sur le remboursement des avances. Alors, on est dans le cadre de la résiliation d'un marché et plus précisément, on est dans le cas du versement d'une avance à un sous-traitant, puisque le cas d'espèce est le suivant. Vous avez un marché qui est attribué donc à un prestataire, à une entreprise dite entreprise principale. Cette entreprise principale sous-traite en partie le marché. L'entreprise principale est placée en liquidation judiciaire. Le marché est donc résilié pour faute. Et en conséquence, le sous-traitant qui subit les effets de cette résiliation subit également une demande de la part du maître d'ouvrage de devoir restituer le montant de cette avance. Le maître d'ouvrage émet donc un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de l'avance qui, dans ce marché-là, était fixé à 20% du montant des prestations sous-traitées. Et donc le Conseil d'État considère que, je cite, lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par le précompte sur les prestations dues, le maître d'ouvrage peut obtenir le remboursement de l'avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu'ils ont exposées et qui correspondent à des prestations qui sont prévues au marché et effectivement réalisées. Donc il y a quand même un impératif de justification, mais dès lors que ces dépenses sont effectivement justifiées, elles peuvent être prises en compte et donc être déduites du montant du remboursement de l'avance qui reste due donc en l'espèce par le sous-traitant. Autre décision sur les modalités d'indemnisation des travaux supplémentaires. Donc c'est une décision du Conseil d'État 27 mars 2020, numéro 42 69 55. Le Conseil d'État donc confirme l'engagement de la responsabilité des maîtres d'œuvre en cas d'inobservation des règles de l'art et en précise les modalités. Pareil, décision très intéressante puisqu'on vient faire la distinction entre la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre et les responsabilités post-contractuelles des entrepreneurs de travaux, puisqu'en l'espèce, on est donc sur une problématique de réception des travaux qui a été donc prononcée avec réserve. C'est donc bon, voilà, c'était un marché de construction de tramway. Et puis, donc, on a un certain nombre de désordres qui apparaissent au niveau des dalles de revêtement et la métropole saisit le juge administratif d'une demande qui donc tendant à l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs à titre principal et donc à titre subsidiaire, elle engage la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre, notamment sur le dépôt de conseil. Et donc, on a bien deux responsabilités qui coexistent, une responsabilité post-contractuelle et une responsabilité contractuelle, là, pour le coup, du maître d'œuvre. Et donc, le Conseil d'État a l'occasion d'affirmer que la réception ne met pas fin à la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre en raison des fautes qu'il a commises, qu'il aurait commises, peu importe, lors des opérations de réception. Et donc, le Conseil d'État revient sur l'indemnisation liée à l'obligation de conseil du maître d'œuvre. Cette obligation est précise, et c'est intéressant aussi, que cette obligation de conseil s'étend aux vices qui doivent être appréciés au regard notamment du respect des règles de l'art. Et donc, on a une décision quand même assez complète et assez claire qui permet quand même de serrer un peu les responsabilités de chacun et de bien comprendre cette articulation entre d'un côté responsabilité contractuelle du maître d'œuvre et de l'autre responsabilité post-contractuelle des entreprises et notamment des entreprises de travaux au titre de la garantie décennale. Autre décision donc sur la nullité d'un contrat de partenariat. En réalité, le cas d'espèce ne porte pas sur un contrat de partenariat, mais de manière assez étrange. Enfin,
pas que étrange, mais en tout cas, le Conseil d'État fait une précision sur les modalités d'indemnisation liées aux dépenses utiles dans les contrats de partenariat. Mais en l'espèce, on était sur un bail amphithéotique, donc on n'était pas tout à fait sur un contrat de partenariat. Pourquoi? Parce qu'on est sur notamment un contrat extrêmement ancien, de mémoire, je vous dirais 1983, et donc à l'époque, les contrats de partenariat n'existaient pas, mais de ce fait, le Conseil d'État prend la balle au bon, saisit la balle au bon pour pouvoir donner cette précision sur les modalités d'indemnisation des dépenses dites utiles pour l'exécution d'un contrat de partenariat. Et donc le Conseil d'État précise notamment sur la question des frais financiers. Donc effectivement, on n'est pas sur des marchés classiques, puisque on est sur des problématiques qui impliquent nécessairement un préfinancement de l'opérateur privé. Et donc c'est effectivement le cas topique du contrat de partenariat. Et le Conseil d'État précise donc que les frais financiers découlant en cas de résiliation du contrat, du remboursement anticipé de cet emprunt et des intérêts versés au titre de cet emprunt, entre la date de résiliation et la date à laquelle la personne publique a remboursé au co-contractant la valeur utile de l'ouvrage, peuvent être donc présentés en tant que dépenses utiles et donc pouvoir faire l'objet d'une indemnisation de la part de la personne publique. Ensuite, décision également assez intéressante sur les conséquences de la notification du décompte général et donc une précision notamment sur la procédure administrative, puisque on est effectivement dans une situation où un maître d'ouvrage ne notifie pas en temps utile le décompte général. En conséquence, je rappelle les dispositions du les stipulations du CCAG travaux et donc notamment son article 13.4.2 sur l'absence de notification du décompte général, à savoir que le prestataire peut mettre en demeure le maître d'ouvrage de procéder au décompte général et que s'il ne le fait pas, donc après mise en demeure dans ce délai de 30 jours défini par le CCAG travaux, le titulaire est recevable à saisir le tribunal administratif compétent. Et donc, au cas d'espèce, ce qui est intéressant, c'est que le juge administratif considère que cette saisine peut être matérialisée par un référé provision. Donc, pas besoin finalement d'aller sur une saisine au fond, mais la simple formation d'un référé provision suffit à matérialiser cette saisine et donc à matérialiser cette procédure qui est définie au CCAG travaux. Pareil sur les effets du décompte général et là, en l'espèce, sur la demande de paiement du sous-traitant, donc c'est la seule exception à la règle, c'est une décision de la Cour administrative d'appel de Marseille, 15 juin 2020, numéro 18 MA 02292, dans laquelle la Cour administrative d'appel apporte des précisions sur le moment auquel doit intervenir la demande de paiement adressée au titulaire du marché par le sous-traitant. Et donc notamment, alors c'est un peu du bon sens, ça tombe un peu sous le sens, mais cette précision est, il me semble, intéressante puisque la Cour administrative d'appel, pour la première fois, à ma connaissance en tout cas, revient sur la notion de temps utile pour présenter la demande de paiement direct et donc considère qu'une demande qui est adressée après la notification du décompte général du marché au titulaire ne peut être regardée comme ayant été adressée en temps utile et donc finalement ne peut plus entraîner de paiement de la part du maître de l'ouvrage. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est la dernière décision du Conseil d'État, j'espère, je crois. Donc c'est une décision du 5 février 2020, donc avant le confinement, numéro 433308, sur les effets du retrait d'une compétence transférée à un EPCI et sur les contrats en cours.
Et donc c'est une précision. Alors c'est pas tant finalement sur la question du transfert des contrats qui est traitée et qui est intéressante, mais c'est surtout sur pareil la question de l'intérêt à agir et qui peut finalement venir contester le fait que la collectivité qui s'est vue transférer une compétence refuse de reprendre les contrats liés à l'exercice de cette compétence. Donc on est dans le cas d'une communauté de communes qui a transféré initialement à un syndicat mixte la compétence en matière de traitement des déchets. Ce syndicat mixte avait conclu avec une société privée un bail emphytéotique administratif et une délégation de service public concernant la réalisation et l'exploitation de l'installation et du traitement de déchets. Et dans le cadre du financement de ces installations, les deux contrats avaient également fait l'objet de conventions bancaires, une convention de cession escompte et un accord direct de financement. La communauté de communes s'est ensuite retirée du syndicat à la suite donc d'une fusion avec une nouvelle communauté d'agglo et donc en toute logique transfert de compétences, transfert des contrats en cours et donc le Conseil d'État là-dessus pas de difficulté considère que sur le fondement de l'article L5211-25-1 la communauté d'agglomération s'est substituée de plein droit au contrat et considère, et c'est ça la nouveauté, que le PCI lui-même est recevable à contester le refus d'un autre PCI ou d'une autre collectivité territoriale à tirer les conséquences de cette substitution et donc à reprendre dans l'exercice de sa compétence donc transférée les contrats en cause. Et donc c'est la nouveauté de l'arrêt. Je vous ai dit des bêtises, ça n'était pas le dernier arrêt du Conseil d'État, mais ça n'enlève pas du tout l'importance et la portée de celui-ci. Donc 24 février 2020, numéro 42 72 80, sur donc la délégation sur finalement les effets d'une convention de délégation de service public et la gestion du domaine public. Et finalement, est-ce que la question qui était posée, c'est est-ce que le fait d'avoir contracté une délégation de service public emporte nécessairement la compétence de gestion du domaine public par le délégataire? Question très intéressante à laquelle, donc c'était sur un réseau d'assainissement, le Conseil d'État répond de manière extrêmement claire, je cite, qu'il ne résulte ni de ces dispositions, donc c'était notamment les dispositions des articles 45.9 et 47.1 du Code des postes et des communications, et donc le Conseil d'État juge qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun texte que la délégation de service public exploitée au moyen d'un réseau public relevant du domaine public routier ou non entraîne nécessairement dans le silence de la Convention le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation de ce réseau et ainsi, par voie de conséquence, pour fixer et percevoir les redevances correspondantes. Alors, donc, ce qui est important dans ce considérant, c'est évidemment dans le silence de la Convention, parce que on en comprend, et c'est tout à fait logique, et c'est d'ailleurs la pratique, que si, à contrario, on le prévoit explicitement dans la Convention, le transfert de cette compétence peut se faire, mais que dans le silence de la Convention, c'est effectivement une compétence qui reste logée chez l'entité adjudicatrice en l'espèce ou l'autorité concédante. Donc c'est voilà. Autre décision du Conseil d'État, 9 juin 2020, numéro 43 69 22, où le Conseil d'État revient sur les attributions du juge des référés précontractuels et sur la compétence d'une personne publique pour passer une DSP. Alors c'est plutôt des précisions parce que le Conseil d'État a déjà eu l'occasion de préciser qu'il ne fait pas partie de l'office du juge du référé précontractuel de vérifier la capacité du signataire, la compétence du signataire d'un contrat public, et c'est très logique finalement, puisque le référé précontractuel, comme son nom l'indique, arrive avant la signature du contrat, et donc il n'y a pas lieu de vérifier cette compétence. En revanche, précision intéressante,
le Conseil d'État vient préciser que la procédure peut être lancée par une autorité qui, au stade de la passation, est incompétente si le transfert de compétences est prévisible. Et donc, bon, ça ouvre quand même un peu des perspectives intéressantes dans le sens où à voir si ce transfert n'est pas prévisible, ce que le Conseil d'État ou le juge pourrait décider. Alors, Conseil d'État 26 février 2020, 43 64 28 sur les concessions et sur le traitement des prestations supplémentaires. On était donc dans le cadre d'une concession qui prévoyait des prestations supplémentaires et avec aucune limite quantitative pour les prestations supplémentaires. Donc les requérants ont donc attaqué sur ce point, considérant que finalement l'obligation de définition préalable de l'étendue des besoins était méconnue et que donc finalement la commune bénéficie d'une marge de choix discrétionnaire, y compris dans l'exécution du marché. Et donc le Conseil d'État considère pour sa part que il est possible de ne pas fixer de limite quantitative pour ces prestations supplémentaires, notamment et considère que donc ça ne laisse pas une marge de choix discrétionnaire pour la commune, notamment parce que finalement le coût d'achat des prestations supplémentaires fait partie des critères de sélection des offres et que donc il a été pris en compte pour le dimensionnement et le choix du prestataire, et ensuite que ça n'est pas non plus discrétionnaire parce que les candidats étaient à même de demander des précisions sur ce point à l'autorité concédante et donc considère qu'il était tout à fait possible de ne pas mettre de limite quantitative sur les prestations supplémentaires. Je précise que évidemment cette notion de prestations supplémentaires et l'absence de limitation du montant peut entraîner d'autres risques, notamment ceux qui pourraient avoir pour effet de faire basculer, par exemple, au stade de l'exécution d'un seuil à l'autre, le montant global d'un marché. Et donc, c'est quand même un risque contre lequel il faut essayer de se prémunir, même si là on est dans le cadre d'une concession, mais je souhaitais faire cette petite précision. Et j'en passe à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Cour de justice de l'Union européenne qui a rappelé, alors ça fait toujours du bien de le dire, même si, comme vous le savez, ce principe a également été consacré dans les tout premiers articles du Code de la commande publique. Donc, liberté de choix du mode de prestation de service en matière de marché public. En l'espèce, un opérateur économique avait contesté la décision d'un conseil municipal de recourir à une attribution de contrat en in-house, et donc la Cour de justice de l'Union européenne devait trancher la question de savoir si finalement l'attribution en in-house devait nécessairement être justifiée par l'impossibilité de passer un marché public et en tout état de cause la démonstration par le pouvoir adjudicateur des avantages spécifiquement liés pour la collectivité au recours de l'opération interne. Et donc, la Cour de justice de l'Union européenne est revenue sur la notion notamment de contrat in-house et en quasi-régie, et elle revient également sur les apports de la jurisprudence TECAL, qui pose le principe que tout contrat conclu entre des entités distinctes juridiquement est soumis aux règles de la directive, sauf si vous arrivez à démontrer la qualification in-house, qui est reprise dans le nouveau code de la commande publique, exactement dans les mêmes termes que l'ordonnance, que ceux qui étaient posés par l'ordonnance de 2015. Et donc, la Cour de justice, dans cette décision, a l'occasion de rappeler que les États membres sont libres du choix de mode de prestation de service qui permettent de pourvoir à leurs besoins, et donc elles peuvent
sans justification évidemment, passer un contrat in-house, garder en régie l'exécution, ou alors passer un marché public avec appel d'offres. Autre décision intéressante de la Cour de justice de l'Union européenne sur la détermination du montant de l'amende sanctionnant une modification illégale d'un marché public. Alors d'abord, à ma connaissance, ça n'existe pas en droit interne, mais d'abord la Cour de justice considère que les États sont tout à fait recevables, légitimes, à créer une infraction sanctionnant la modification du contrat en cours d'exécution. Donc l'idée de créer une infraction ad hoc finalement pour la signature d'avenants qui seraient des avenants illégaux, qui donc ne respectent pas, par exemple, en droit interne, les règles de modification de contrat. Et ensuite, la Cour de justice de l'Union européenne a opéré un contrôle de proportionnalité sur le montant de cette sanction et donc a considéré que le montant de l'amende devait respecter un principe de proportionnalité eu égard à la gravité de la faute. Principe qui est intéressant si jamais en droit interne par exemple, les autorités françaises venaient à créer ce type d'infraction, sachant qu'en tout état de cause, le délit de favoritisme couvre largement l'infraction en cause, puisque, comme vous le savez, le délit de favoritisme, c'est bien tout manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui implique la passation d'avenants qui ne respecteraient pas les règles de modification de contrat. Autre précision de la Cour de justice de l'Union européenne, 4 juin 2020, affaire CC 3-19. La Cour de justice de l'Union européenne valide l'encadrement par des dispositions nationales du recours aux centrales d'achat par les collectivités locales. Donc on était sous l'empire de la directive de 2004-18 CE du 31 mars 2004 et donc la Cour considère que la directive ne s'oppose pas aux dispositions nationales qui limiteraient l'autonomie d'organisation par des petites collectivités locales du recours à une centrale d'achat. Cette limitation doit, pour être conforme à la réglementation de l'Union européenne, restreindre les collectivités à seulement 2 modèles d'organisation exclusivement publics, sans participation des personnes privées, physiques ou morales, et donc effectivement pas d'opposition à ce que le droit national limite le champ d'action des centrales d'achat créées par les collectivités locales. Autre décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur la coopération publique, j'allais dire le in-house, mais non, sur la coopération publique-public. Précision intéressante puisque, en définitive, la Cour de justice de l'Union européenne vient préciser et considérer en l'espèce que cette coopération publique-public ne peut pas être caractérisée si un pouvoir adjudicateur a juste entendu ne pas accomplir lui-même l'ensemble des missions qui lui incombent. C'est-à-dire que, en définitive, le fait qu'un pouvoir adjudicateur tiers vienne pallier à la carence du pouvoir adjudicateur dans l'exercice de ses missions ne peut pas permettre de caractériser la coopération public-public. Parce que finalement, on n'est pas dans une coopération là, mais on est bien dans une prestation pure et simple d'un pouvoir adjudicateur tiers au bénéfice du pouvoir adjudicateur qui ne remplit pas ses missions. Et donc, c'est important parce que cette décision, elle insiste sur la nécessité de bien matérialiser, caractériser cette relation de coopération qui doit donc être la poursuite d'un objectif commun d'intérêt général, exactement comme il est défini d'ailleurs dans le Code de la commande publique. Et puis, comme vous le savez, il y a aussi cette limite des 20%.
Pardon, excusez-moi, je perds le fil. C'est toujours la même décision? Ouais. Donc, autre décision. Alors, pardon, oui. Autre décision, Cour de justice de l'Union européenne, 11 juin 2020, affaire C-19/19. Et donc, c'est sur la question de la limitation de la participation à une procédure de passation. La Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée donc sur la limitation par une réglementation nationale de l'accès à une procédure de passation en fonction de la forme juridique de l'entité soumissionnaire, notamment donc sur les marchés publics d'ingénierie. Et donc la Cour de justice de l'Union européenne rappelle qu'il ressort qu'une entité est habilitée par le droit national à offrir sur le marché des services d'ingénierie et d'architecture dans l'État membre concerné, elle ne saurait se voir refuser le droit de participer à une procédure de passation qui porterait sur la prestation de ces mêmes services. Et donc, en conséquence, elle revient bien sur la neutralité finalement de la forme juridique des candidats et des soumissionnaires, principe qui est tout à fait consacré en droit interne et qui ne souffre pas de limitation en droit national. J'accélère un peu parce que on voudrait quand même pouvoir passer aux questions. Donc je termine. Je crois qu'il reste 2 décisions. Une première sur la qualification de marché public par la Cour de justice de l'Union européenne, 28 mai 2020, affaire C-796/18. Et donc la Cour de justice de l'Union européenne revient sur la qualification des contrats et c'est très intéressant puisque on était sur un marché de fourniture d'un logiciel à titre gratuit et donc le caractère de l'onérosité finalement permettant de qualifier les marchés publics n'était de prime abord pas rempli, mais à l'analyse, la ville de Cologne notamment, certes passait ce marché avec une entreprise tierce, avec un marché qu'elle ne payait pas, mais elle apportait finalement sa contribution dans le développement de ce logiciel. Et donc le fait que la collectivité participe à l'élaboration de ce logiciel permettait de matérialiser cette onérosité puisque elle participait à l'effort d'élaboration et donc l'onérosité sur ce fondement a été reconnue. Donc attention sur la qualification des marchés publics. Le simple caractère gratuit ne suffit pas. Il faut bien vérifier l'ensemble des modalités de réalisation du marché. Et donc effectivement, la contribution, les contributions autres éventuelles. Donc on connaissait le paiement en nature, par exemple, mais là, en l'espèce, on est sur quelque chose qui est aussi assimilable à du paiement en nature, puisque c'est du paiement en force de travail et en contribution, donc dans l'élaboration de ce logiciel. Dernière décision extrêmement intéressante, je trouve, de la Cour de justice de l'Union européenne sur les soumissionnaires qui ont fait l'objet de condamnations pénales. Voilà, décision qui peut potentiellement avoir un impact en droit interne. Donc, Cour de justice de l'Union européenne, 11 juin 2020, affaire C 472/19. Et donc précision sur l'exclusion d'un opérateur économique ayant fait l'objet d'une condamnation pénale. La Cour de justice de l'Union européenne considère donc que la directive donc 2014-23 UE ne s'oppose pas à ce qu'une réglementation nationale d'un État membre qui autorise les autorités à lever ou effacer une interdiction de participer aux procédures de passation. Donc il peut y avoir effectivement une législation nationale permettant de lever cette interdiction sur les entités qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale. La Cour considère également que la réglementation n'interdit pas non plus l'exclusion de toute mention d'une telle condamnation dans le casier judiciaire de l'opérateur économique. En revanche, effectivement, si la levée de l'interdiction, la levée de l'interdiction doit être possible si l'opérateur a exprimé le souhait de participer à une procédure de passation, dès lors que l'opérateur prouve qu'il a pris les mesures nécessaires
et appropriée démontrant sa fiabilité. Et donc sur cette décision, on est un peu en écart quand même avec les dispositions du Code de la commande publique sur les condamnations pénales, puisque on est chez nous sur une exclusion pure et simple, sans possibilité finalement de demander la levée de cette mesure. Et donc il sera intéressant de voir à l'avenir quels vont être les impacts de cette décision en droit interne. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. On peut passer aux questions. Bien, merci maître. Alors je vous demande de patienter quelques minutes. Nous allons examiner voir si des questions ont été posées pendant cette présentation. Alors, donc on a une question, notamment, puis comme on est un peu pris par le temps, on ne va traiter que celle-là, je suis désolée. Donc, on nous demande si l'avis d'attribution l'avis d'attribution ne comporte aucune rubrique relative aux mentions exigées par Tarn-et-Garonne. Comment faire alors lorsque les rubriques dites libres sont limitées en nombre de caractères? Quelle différence entre la date d'attribution et la date de conclusion? À noter que la fiche de la DAJ indique qu'il faut compléter la rubrique 5.2.1 qui correspond à la date de conclusion du marché. Alors effectivement, je vous rejoins. C'est effectivement une mention obligatoire et d'ailleurs le Conseil d'État dans sa décision le précise et considère donc que cette mention de la date de conclusion est bien obligatoire, mais qu'en revanche, c'est vraiment une question sur les délais de recours et qu'est-ce qui fait courir les délais de recours et qu'est-ce qui fait courir les délais de recours, c'est bien cet avis d'attribution et finalement peu importe ce que l'on a mis dedans entre guillemets dès lors que les obligations de publication sont bien remplies. Alors la différence entre la date d'attribution et la date de conclusion, c'est bien c'est-à-dire que vous allez décider d'attribuer et enfin, on décide d'attribuer et on ne signe pas le jour où on décide d'attribuer. Donc, il y a bien une date d'attribution du contrat et derrière une date de conclusion qui correspond à la date de signature. Et donc, effectivement, donc il n'y a pas de rubrique spécifique sur les mentions exigées par Tarn-et-Garonne dans l'avis d'attribution. En revanche, il y a évidemment un certain nombre de mentions obligatoires, comme vous l'avez dit, et je vous invite à suivre cette fiche de la DAJ sur les avis qui est extrêmement
bien faite et qui permet à chaque fois de bien faire le point sur les mentions qui sont effectivement obligatoires et celles qui sont facultatives pour remplir ces différents avis AAPC ou avis d'attribution. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine formation. Écoutez, je vous remercie à mon tour donc d'avoir assisté à ce webinaire consacré à l'actualité jurisprudentielle. Je vous informe d'ailleurs que le dossier du numéro de septembre de la revue Contrat public sera consacré à l'actualité justement du contentieux de la commande publique durant ce premier semestre 2020. Voilà, je vous remercie.